7 incredible stories, but they're true. They're true. Ventry, c'est pas pourquoi c'est Ventry. En pensée. En pensée. That's the name of the channel, I think. Pensée. En pensée. What? Pensée. Pensée? Pensée? I don't know. C'est pas. April Fools. 2015. Ouh, 10 ans. L'année dernière, je vous ai tendu un bon gros poisson d'avril que vous avez avalé sans résistance. Du coup, et tout à fait logiquement, vous êtes très nombreux à m'attendre au tournant cette année. Et plus vous êtes tombés dans le panneau, plus vous m'attendez au tournant. Du coup, cette année, je vous propose un truc un petit peu différent. Plutôt que de vous raconter une histoire à peu près vraisemblable mais totalement fausse, je vais vous raconter une histoire complètement invraisemblable, mais pourtant vraie. Quoi? C'est tout? Ouais, c'est peut-être un peu léger. Ok, voilà ce que je propose. Je vais vous raconter 7 histoires totalement hallucinantes et pourtant vraies. Et tu peux bien dire ce que tu veux, les gens n'ont pas confiance. Ok, voilà ce que je propose. Bon, 7 histoires totalement hallucinantes, complètement vraies, mais en plus, je me fais aider par le meilleur conteur d'histoires dingues du web. Patrick? Salut Bruce et merci pour ton invitation. Les histoires que nous allons vous raconter sont si surprenantes que vous ne pourriez pas y croire si les sources n'étaient pas dans la description. J'engage ma responsabilité et ma crédibilité sur la promesse qui vous est faite que les 7 prochaines histoires que nous allons vous raconter, bien que totalement ahurissantes, sont parfaitement vraies. Et je me porte garant de leur authenticité. Are they bullshitters or is this true? Is this true? Or is this what they're known for, bullshitting us? And we think something's true and then it's not. I don't know. Je sais pas. C'est la première fois sur cette chaîne, alors. Ouais. Générique. Ouh là là. Very loud. Very loud. Attends. C'est ma faute ça ou c'est the video? Attends, ça c'est. Oof, that's a little too loud. You guys are gonna yell at me. Oh yeah, that might be my fault. Okay. Mais non? Il existe une femme qui, bien que décédée en 1951 des suites d'un cancer, est devenue immortelle. Hein? Enfin, en quelque sorte. Henrietta Lacks est bien morte en 1951 à l'âge de 31 ans d'une tumeur particulièrement agressive. Durant son traitement au radium, les médecins prélèvent des échantillons de sa tumeur sans lui demander son autorisation et ils font une découverte sans précédent. Les cellules d'Henrietta ont une propriété unique qui les fait proliférer sans limite à l'extérieur de son corps. À partir de là, elles vont se retrouver distribuées dans les laboratoires du monde entier. Sous le nom de HeLa pour Henrietta Lacks, ces cellules ont permis de mieux comprendre le développement des cancers, de mettre au point un vaccin contre la polio, d'avancer dans des domaines comme la génétique, la biochimie. Bref, on utilise des cellules HeLa dans tous les laboratoires du monde qui ont besoin d'avoir des cellules depuis les années 50. Les cellules d'Henrietta Lacks sont allées dans l'espace et elles ont permis de gagner des prix Nobel. Mais sa famille n'a jamais touché un centime sur l'argent gagné par les labos. Notamment Of course not. And they didn't even have permission to take it and they took it. This shit was already starting in the 1950s, huh? ceux qui vendent ces cultures de cellules, tout simplement. Du coup, quelque part, ça en fait la femme la plus grande de l'histoire. La plus lourde en tout cas. D'après la biographe Rebecca heaviest. Skloot, plus de 50 millions de tonnes de cellules HeLa auraient été produites en laboratoire. Oui, c'est lourd. Comme ma... Oh non! Allez, Ah, j'ai dit non là! ouais, s'il te plaît. Eh, c'est fini! Je veux plus entendre cette punchline! Jamais! Même pas une fois au chat. Ah, j'en connais un qui aurait mieux fait d'y penser. Ta gueule. Dans les années 50, un chirurgien russe implanta 2 têtes à plusieurs chiens. C'est normal en rue. En 1954, le grand chirurgien soviétique Vladimir Demikov mena des expériences d'hybridation dans un centre de recherche secret. Il créa de véritables chimères en greffant des têtes de chiots sur des bergers allemands. L'une de ces créatures survécut pas moins de 29 jours. What the What? Why? Oh là là. Chiots sur des bergers allemands. L'une de ces créatures survécut pas moins de 29 jours.
Des chiens à 2 têtes, oui. Quoi? Et encore, dans les années 20, Sergei Bryukhanenko réussissait à faire survivre pendant plusieurs heures des têtes de chiens fraîchement décapitées. Mais... Quoi? 3 fois rien, on parle de scientifiques russes qui font des chiens à 2 têtes et des têtes de chiens sans corps, mais vivants. Mais pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Les expériences de Demikov ouvrirent la voie à la première grève de cœur qui eut lieu en 1967. Mais en pleine guerre froide, l'intérêt principal de l'opération était sans doute de démontrer la supériorité scientifique de l'Union soviétique. Alors oui, alors bravo, voilà, on est plus fort que tout le monde, parce qu'on arrive à créer des zombies. Super. C'est sûr que sur le plan éthique, les expériences de Demikov étaient plus que discutables. Mais vous allez voir que I les think so, Américains n'avaient rien à leur envier. Mesdames et messieurs, Starfish Prime. Le 30 août 1961, et alors que le monde est encore en pleine guerre froide, on est juste 4 mois après l'incident de la baie des Cochons et la presque apocalypse, les soviétiques annoncent qu'ils comptent mettre un terme à un moratoire de 3 ans sur les essais nucléaires. Du coup, les Américains se sentent bien également de se remettre à faire des tests de leur côté. Ouais. Ça fait par exemple longtemps qu'ils se demandent si une explosion nucléaire peut affecter la magnétosphère de façon significative, voire dangereuse. Là, on reboucle avec le 1er avril de l'année dernière, dans lequel je parlais de ce qui se passerait si on n'avait plus de magnétosphère. Mais on s'en fout. Du coup, selon vous, comment les Américains ont-ils apporté une réponse à cette question? Est-ce que ils ont réuni des théoriciens pour y réfléchir et en discuter dans le plus grand secret? Tant pis, ça fait partie des grandes questions qui, on l'espère, resteront sans réponse. Ils ont décidé de faire péter une énorme bombe à hydrogène au-dessus de l'atmosphère pour voir de leurs yeux si on allait tous y passer. Je vais dire 3. J'hésite, mais je le sens pas là, mec. J'ai envie de dire la 3, mais je prends souvent mes désirs pour des réalités. Ils se sont réunis, ils ont compris que les bombes c'était mal? Oui, exactement. Ah, c'est vrai? Non. Non, en effet. Le 9 juillet 1962, les Américains ont fait sauter la bombe Starfish Prime, ça veut dire première étoile de mer. Voilà. À 400 km au-dessus du sol. C'est l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Donc on est bien dans l'espace là. Une bombe à hydrogène avec un rendement d'environ 1,4 mégatonnes. C'est beaucoup. We like bombs. The bigger the bomb, the better. We love bombs. Pourquoi? Pour montrer qu'ils étaient plus forts que les soviétiques. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était une lutte sans merci pour savoir qui de l'URSS ou des USA était le plus fort. Pourquoi? Merde, passe-moi ton père. Oh, la société moderne! Ah ok. Et ils n'avaient pas peur des conséquences éventuelles sur le monde de pratiquer ce genre d'expérience? L'explosion a ajouté de façon tout à fait artificielle une nouvelle ceinture à celle de Van Allen, généré une impulsion électromagnétique telle que globalement tout ce qui se trouvait en orbite basse autour de la Terre a été endommagé, voire complètement détruit. Tu vois, on a aidé tout le monde. Il y a beaucoup de merde dans l'espace. Tu vois? There's a lot of trash that is circulating. I don't know if you guys know, but it's beaucoup de merde dans l'espace. Alors, on a dégagé tout. C'est tout lavé maintenant, you know? We cleaned everything up with a bomb. And voilà, everything's clean. You should thank us. I mean, we're very nice, you know? We cleaned space for you. Et maintenant, it's the shit everywhere up there again, you know? Peut-être it's time for another bomb. Because I hear there's more space trash. There's tons and tons of space trash everywhere. And so we have... Peut-être, voilà. It's time for another one. What do you guys think? Throw another one up there? Well, je sais pas. Encore un peu et on aurait vraiment pu arracher une grosse partie de la magnétosphère terrestre. Les vents solaires auraient tout simplement emporté notre atmosphère. Voilà. Non. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mon micro-ondes! Ah, celle-là, tu y avais pas pensé. Cette impulsion électromagnétique, ou EMP, si vous jouez à Call of Duty ou Battlefield, a également dézingué quasiment toute l'installation électrique de l'île hawaïenne d'Oahu, à 1300 km de l'impact. Et il aura fallu environ 40 ans à notre magnétosphère pour s'en remettre. C'est tout, 40 ans. 40 ans, c'est bien. Ah, les criminels. Ils les ont fait sauter, leurs bombes. Ah, les fous. This is a great video. Je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Ça va? Non, laisse. Ici, c'est simplement la fin de la planète des singes. La version 68, celle de Schaffner. Film de science-fiction qui, d'ailleurs, à l'époque, était une critique acerbe de la course à l'armement entre les États-Unis et l'URSS. Course à l'armement qui aurait pu déboucher sur une guerre thermonucléaire et possiblement la fin de l'humanité. Belle transition.
Pour ? Né en 1870, Ilya Ivanov était un brillant biologiste russe Pour changer, spécialisé dans l'hybridation animale et l'insémination artificielle. Il fut par exemple le premier à croiser une antilope et une vache. En 1910, au Congrès mondial de zoologie de Grasse, il évoque son ambition de passer au niveau supérieur, l'hybridation homme-singe. C'est dégueulasse comme biologie. en 1926, il peut We just watched him recently. Yeah, we watched him recently. attaquer son projet avec l'accord de l'Institut Louis Pasteur qui l'autorise à faire ses expériences. En Guinée française. Ah, le bon vieux temps des colonies. Avec le soutien du gouvernement soviétique, Ivanov insémine 3 femelles chimpanzés avec du sperme Quoi? humain. Du sperme humain. Du sperme humain. Du sperme humain. Bon, ça a foiré. Et c'est heureux. Mais Ivanov n'en reste pas là. Ah, il se dit que c'est peut-être l'inverse en fait qui marchera et du coup il se met en tête d'inséminer des femmes humaines avec du sperme de chimpanzé. Le chimpanzé étant génétiquement notre plus proche cousin. Mais les autorités coloniales refusent catégoriquement de franchir ce pas. Oui, parce que là, ça allait un petit peu trop loin, oui. Oui, un peu, ouais, je crois les femmes, do I have a say in this? Oui. Du coup, il retourne en Russie, mais il ne lâche pas l'affaire. En 1929, avec le support de l'association des biologistes matérialistes, il reprend ses projets d'hybridation. Il cherche alors des femmes volontaires pour se laisser inséminer par du sperme chimpanzé. Et combien de femmes a dit « À moi, s'il vous plaît, moi !» What? Et il en trouve plusieurs. What? Chimpanzés. Et il en trouve And he found some. plusieurs. More than one. Malheureusement, pourquoi je dis ça moi? Fort heureusement, l'expérience ne sera jamais tentée parce que le seul singe mature à disposition d'Ivanov meurt d'une hémorragie cérébrale avant le début des tests. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a échappé à une possible hybridation homme-singe uniquement parce que le gars n'avait qu'un seul singe. Il avait plusieurs femmes de dispo, mais un seul putain de singe. En quelque sorte, Ivanov était un docteur Moreau, tel qu'on a pu le voir notamment interprété par Marlon Brando dans le film éponyme avec Val Kilmer. Film d'une rare qualité. Non. À un moment donné, il faut bien se donner une limite. C'est normal. On ne peut pas jouer à Dieu et c'est à ça que sert l'éthique. La morale qui accompagne les scientifiques... Bah je suis à la plage. Bref, la morale qui accompagne les scientifiques au cours de l'histoire les pousse à se donner comme ultime limite de ne pas manipuler l'homme. Arrive la CIA. The shit that people think of. Oh my goodness. Dans les années 50, les Américains, toujours sur fond de guerre C'est toujours les Américains. Oh, qu'est-ce qu'on fait? froide, se sont mis en tête de mettre au point des méthodes de manipulation des gens. Quoi? Les Américains? Manipulating people? Non, c'est pas possible. Mais attention, pas du simple neuromarketing ou des suggestions à vous faire bouffer tel ou tel burger. Non. Non, là, il s'agit de vrai lavage de cerveau à base de drogue et d'électrochocs, pour le dire simplement. Le projet est activé en avril 1953 par le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles, en réponse à des procédures de contrôle mental supposément au point en Union soviétique. Ah, le bon vieux temps de la guerre froide. L'objectif de ce projet était de mettre au point des méthodes de contrôle de l'esprit, principalement par le biais de substances aux effets très ciblés. Annulation de la toxicité de l'alcool, augmentation de la toxicité de l'alcool, amnésie, euphorie, confusion mentale, sensibilité accrue à l'hypnose, etc. Ben, c'est moi ça tous les soirs. Etc. Etc. Même si certains documents de la CIA aujourd'hui déclassifiés laissent entendre que les Américains auraient bien aimé utiliser des radiations dans leurs expériences, il semble que ça n'ait pas eu lieu. Ils se sont plutôt rabattus massivement sur le LSD. Des expériences ont alors été conduites sur des employés de la CIA, sur des militaires, des prostituées, des prisonniers, voire n'importe qui. Notamment des étudiants payés 15 $ pour l'expérience. Généralement sans prévenir le sujet de la teneur de l'expérience, voire de l'existence même de l'expérience. Excusez-moi, j'écoutais votre vidéo sur YouTube, j'ai vérifié sur la loi américaine, c'est pas du tout légal ça. Non, carrément pas. Ok. Oh bah alors autant pour moi, vous pouvez continuer. Et souvenez-vous, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Gottlieb, le patron du projet et grand consommateur de LSD, excellent, pouvait filer sa race de LSD à un sujet, le balancer dans un caisson de privation sensorielle
et lui foutre à fond les ballons l'audio de malades mentaux en pleine crise. Il en a trop pris. J'avoue, c'est abusé, là. Ou installer des miroirs sans teint dans les maisons closes pour observer les clients drogués à leur insu par les prostituées à la demande de la CIA. Qui va se plaindre après un truc pareil? Le comble du... par les prostituées à la demande de la CIA. Qui va se plaindre après un truc pareil? Le comble du cynisme revient peut-être à ces prisonniers héroïnomanes à qui l'on fit prendre du LSD pendant 77 jours en leur promettant de l'héroïne pour les récompenser. Holy shit. What has happened to humanity? Wait a minute. This is almost this is a long time ago. This is like 75 years ago. Humanity was already crazy. Oh, joie. La CIA finit par abandonner le LSD, trop imprévisible, au profit d'amphétamines et de barbiturique. En même temps! Un cocktail qui fut rapidement abandonné pour cause de mort des sujets. Non. Mais tout ceci, c'est du flan. Du flan? Oui, du flan comparé à l'hallucinante absurdité projet Stargate. Dans les années 60, les services secrets américains découvrent Once que again. les soviétiques mènent d'intenses recherches sur le paranormal. Ils veulent mettre au point des armes psychiques et prétendent avoir des résultats, comme dans le cas de Nina Kulagina, une médium russe dont on disait qu'elle pouvait arrêter le cœur d'une grenouille à distance. C'est moi ou cet épisode est complètement en train de partir en couille là? Du coup, à la CIA, ils se sont dit « Attention, c'est les guerres froides, mon un chien. Nous aussi, on a le droit d'avoir des médiums complètement stone qui déplacent des bûches par la pensée ou font sauter la tête de chèvre juste en les regardant. » Non, c'est toi, mais chut. Tu t'égares. Oui, mais bon, dans l'esprit, c'est ça. L'idée était d'utiliser les prétendus pouvoirs des médiums pour détecter des cibles à distance. Des sous-marins, des sites militaires, des otages, etc. Et ils ont testé ça longtemps? 25 ans. Et le projet coûta 25 millions de dollars. Et ils ont eu des résultats significatifs? Non. Pourtant, c'est un sujet qui a fait parler de lui, notamment au cinéma. It's just our tax dollars going down the shitter. It's no problem. It's just our money. It's okay. Starter, Fury, Un crime dans la tête, Les chèvres du Pentagone, Killing Room. Bon, Oui. ça c'était pour les médiums de Stargate et leur pouvoir insignifiant, mais auquel les gouvernements étaient prêts à croire. Si on parlait maintenant d'une inventrice géniale, mais que son gouvernement ne prenait pas au sérieux. These stories are... What? I also love... Once again, this video proves that the French YouTube community is such a tight-knit family. It's a beautiful thing. It really it's a beautiful thing. It's the only way I could say it is c'est incroyable. C'est magnifique. C'est chapeau. C'est merveilleux. C'est joli. No, it's beautiful. It's different when, right? When in English you can say, "Hey, that's a beautiful thing," and in French it would say, "Ah, ça c'est très joli." Ça marche pas, right? Bon, anyway, you know what I mean. It really is amazing. Eddie Lamar était une des actrices les plus mythiques de l'âge d'or d'Hollywood. Surnommée la plus belle femme du monde à l'époque, elle est notamment célèbre pour avoir joué la première scène de sexe et du cinéma non pornographique dans le film Extase en 1933. In 1933, they had porn? What? Tu peux peut-être attendre la fin de l'épisode avant de la Google. Ok, pardon. Faut dire que, à tort ou à raison, Eddie Lamar est tout aussi célèbre pour son activité sexuelle, qu'elle livre d'ailleurs elle-même dans son autobiographie qui, à l'époque, est considérée par Playboy comme un des 10 ouvrages les plus érotiques de l'histoire de la littérature. Really? Et comme, à l'époque, le sexe hors mariage est considéré comme quelque chose de pas très catholique, le livre possède 2 introductions, une médicale et une psychiatrique, pour justifier du comportement d'Eddie Lamar. Tout ça pour dire qu'elle est perçue à l'époque comme une star de cinéma totalement sulfureuse. Mais elle est bien plus que ça. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Eddie Lamar est aussi une inventrice passionnée de science. Et avec son ami le compositeur George Antheil, elle met au point un système de communication pour les torpilles radioguidées dont la fréquence changerait automatiquement de façon apparemment aléatoire parmi plus d'une centaine de fréquences disponibles, interdisant de fait aux ennemis de pouvoir détecter ces communications. Et après qu'ils aient déposé ce... Après qu'ils ont... T'es sûr? Mec, sérieux? Après qu'ils ont déposé le 10 juin 1941 un système de guidage de Everybody's in torpilles this video. impossible à brouiller, appelé Spread Spectrum ou étalement de spectre, le gouvernement américain et l'armée décident de n'en rien faire du tout. Oui. Rien. Rien.
L'armée était sans doute un peu frileuse à l'idée d'utiliser une invention mise au point par une actrice d'Hollywood, mais la technologie d'Heidi refait surface dans les années 60 quand des ingénieurs réalisent à quel point son principe est brillant. Il a été utilisé durant l'incident de Cuba et de la baie des Cochons. Il a été utilisé dans toutes les guerres qui ont suivi et est encore aujourd'hui à la base de la technologie du GPS, du Wi-Fi et de la téléphonie sans fil. Un peu comme si Scarlett Johansson mettait au point la téléportation. Oui, l'histoire nous a fait connaître des génies, des hommes et des femmes hors du commun et dont l'intelligence leur permettait de voir des choses que personne d'autre ne voyait. Mais l'histoire nous a aussi fait connaître des gens moins brillants. T'es con. Depuis 1993, les Darwin Awards récompensent des personnes qui se sont retirées du patrimoine génétique humain par le biais d'actions particulièrement stupides et qui ont donc contribué à son amélioration. Elles se sont stérilisées ou elles sont mortes. En général, elles sont mortes. Uniquement à cause de leur propre stupidité. Même si ces prix sont souvent ironiques et moqueurs, il n'est pas dans nos habitudes de nous plier à ce genre de facilité. Même si là... Pardon. Nous allons donc parler de quelques cas de Darwin Awards liés à la science, mais uniquement dans un but informatif, et pas du tout dans un but de moquerie. Nous n'allons donc pas vous parler de ce type à Louisburg en Caroline du Nord qui en 1987 saute avec des parachutistes pour les prendre en photo sans lui-même porter de parachute. Ni du type qui en 2012 à Gilel en Algérie décide... Louisburg en Caroline du Nord qui en 1987 saute avec des parachutistes pour les prendre en photo sans lui-même porter de parachute. Et... C'était une bêtise, j'espère. Il peut pas être tellement con que... C'était une bêtise, il a oublié. He didn't possibly say, I'm just gonna fly while I take pictures. And why does he have to be from North Carolina? Why can't he be from, je sais pas, somewhere in France? Why he's got to be in North Carolina, jumping out of planes without a parachute? Ni du type qui en 2012 à Gilel en Algérie décida de remplir le réservoir de son groupe électrogène en s'éclairant à la bougie. Non, uniquement ça n'a pas marché. Dans des cas scientifiques. Le 19 mars 2006, Kennon, un jeune habitant du Belize, décide de réitérer l'expérience de Benjamin Franklin en faisant flotter un cerf-volant au milieu d'un orage. La corde de son cerf-volant est doublée d'un fil de cuivre afin de conduire l'électricité jusqu'à une clé attachée au bas de la corde. I wonder how that went. Let me take a guess. I'm gonna take a guess. Je vais dire... It didn't go well. Mais Kennon ne prend pas suffisamment ses précautions et lorsque le fil de cuivre entre en contact avec une ligne à haute tension, il est instantanément foudroyé. Oh. He didn't realize that electric wires and copper wires together was... Et décède. Le père de Kennan dira ensuite que son fils aurait pu être plus précautionneux puisqu'il était électricien de profession. Le 2 février 2008, à Sofia en Bulgarie, Lydia, une professeure de chimie, est en voiture avec son mari et une amie. Et tous les trois se sentent un petit peu vaporeux du fait que Lydia entrepose dans sa voiture des produits chimiques tels que de l'éther diéthylique, qu'on appelle communément éther, qui est un puissant sédatif. Dans un éclair de génie, Lydia décide alors d'arrêter sa voiture et de vider les 3 flacons de produits chimiques dans un égout. Les 3 produits versés et hautement inflammables s'enflamment et provoquent une explosion si puissante qu'elle fait sauter la bouche d'égout et avec elle la tête de Lydia. Les 2 autres furent sévèrement brûlés, mais ils survécurent. Et a priori, ils ont arrêté la chimie. Enfin, c'est une bonne idée. Et c'est un de mes préférés, et de loin, le 2 juillet 1982, Larry Walters, camionneur californien, Why? See? Why? He's got to be from California, of course. décide qu'il va s'envoler à bord d'une chaise de jardin suspendue à des ballons sondes gonflés à l'hélium. Oh, well, what could possibly go wrong? That's fun. You ever watch the movie Up? Pas de problème. 45 ballons sondes gonflés à l'hélium. Voilà. Il décolla de San Pedro à Los Angeles, se croyant tout à fait capable de contrôler son bousin avant de se retrouver à 4600 mètres d'altitude. 15,000 feet! En plein milieu d'un couloir aérien. Il y a d'ailleurs été repéré par un pilote de ligne. Il finira toutefois par se poser non sans mal à Long Beach après 45 minutes de vol et alors que les câbles de son appareil se prennent dans les lignes à haute tension provoquant un blackout complet à Long Beach. Celui-ci n'est pas mort, mais un hommage lui Il n'est pas mort? a été rendu quelques années plus tard par le père Adelir Antonio,
Le 20 avril 2008, ce prêtre tente de battre le record de 19 heures de vol. Son but était de réunir des fonds pour construire des lieux de repos spirituels pour camionneurs. Le père Antonio prit toutes les précautions nécessaires et il emportait avec lui un GPS et un téléphone satellite. Mais après le décollage, les vents changeants l'emportèrent au large. Lorsque le père Antonio utilisa son téléphone satellite pour appeler à l'aide, il fut malheureusement impossible de le localiser, le père Antonio ayant omis de s'enquérir du fonctionnement de son GPS. On retrouva son corps échoué sur la côte brésilienne quelques 3 mois plus tard. That's a nice flight. On vous a parlé de génie, on vous a parlé de gens incroyablement stupides, on vous a parlé de cette lutte constante entre l'URSS et les USA pendant la guerre froide. Mais on ne vous a pas encore parlé de cette incroyable histoire qui allie un génie, un idiot et la lutte scientifique qui fit rage à l'époque des nazis et de la récupération américaine des cerveaux. Brain game. Vous avez bien sûr déjà entendu parler du docteur Mengele qui conduisit d'ignobles expériences sur les prisonniers des camps de concentration pendant la deuxième No, I never heard of it, but I can imagine what people just... guerre mondiale. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Werner von Braun, ingénieur allemand qui fut à l'origine de la conquête spatiale et qui fut récupéré après 1945 avec d'autres scientifiques allemands au cours de l'opération Paperclip. L'opération Paperclip visait après la guerre à récupérer rapidement les têtes pensantes allemandes afin de leur éviter des procès type crime contre l'humanité et de pouvoir utiliser leurs ressources intellectuelles dans différents domaines de la recherche. C'est un peu ce qui avait été proposé à Fritz Haber après la Première Guerre mondiale, rappelez-vous. À partir de 1936 et sous l'impulsion d'Hitler, une équipe de médecins et chercheurs reprennent les travaux de Bryukhanenko sur les têtes de chiens vivantes, avec dans l'idée d'adjoindre à ces têtes un système autonome biomécanique leur permettant de survivre plus longtemps, de se déplacer, etc. L'opération sera un succès, mais Hitler ne veut pas se contenter de cyborgs à tête de chien. Ce qu'il souhaite, c'est passer à l'étape au-dessus et créer une nouvelle espèce de soldat biomécanique. Et c'est là qu'on peut compter sur le docteur Mengele pour tenter la même opération, mais cette fois-ci avec des têtes humaines. Et alors, si le projet foire lamentablement, causant au passage la mort de pas mal de cobayes, principalement des prisonniers politiques. On est alors en 1939. In 1939, they were thinking of this. Et dans l'équipe de Mengele, un homme qui a une idée. Petite parenthèse pour vous présenter comme il se doit Lars Forel, un personnage tellement invraisemblable que s'il était dans un film, personne n'y croirait. Lars Forel est un jeune homme de 22 ans à l'époque, sans diplôme particulier, mais laborantin dans l'équipe de Mengele malgré une incompétence notoire et une intelligence discutable. C'est un bon gros con, quoi. Il ne doit la pérennité de son travail qu'au fait qu'il est le cousin d'Eva Braun, maîtresse officielle du Führer. Ok, un bon gros con, mais pistonné. Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais Forel, après les décès successifs occasionnés par Mengele, a une idée folle. Pourquoi ne pas utiliser un système mécanique comme véhicule plutôt qu'un système biomécanique qui visiblement ne donne rien? Aujourd'hui, on appellerait ça un exosquelette, et c'est vrai que pour le coup, Forel, il en a surpris plus d'un avec cette idée. Forel propose à Hitler de développer un pantalon mécanique que pourraient revêtir les soldats de l'armée allemande et qui leur permettrait de se déplacer plus vite, de soulever des charges lourdes, le tout sans se fatiguer, puisque toute la charge de travail serait répartie sur le futal en métal. Hitler apprécie l'idée, mais il dissout l'équipe de Mengele, enfin dissout, métaphoriquement, on s'entend. Et il confie le projet à Werner von Braun, ingénieur génial à qui l'on doit les fusées modernes et les missiles balistiques. Forel, en bon relou inutile et pistonné, mais que c'est lui qui a eu l'idée, réussit à se faire promouvoir au sein de l'équipe de von Braun et se retrouve ainsi à bosser avec un type qui deviendra plus tard un des maîtres incontestés de la conquête spatiale. Von Braun travaille à l'époque à ses prototypes de missiles V2 et il n'a pas franchement de temps à perdre avec une étrange histoire de pantalon mécanique. Mechanical trousers, people. Mechanical pants. Mais ce que le Führer veut, le Führer l'obtient. Du coup, et sous couvert de travailler à concevoir cet exosquelette pour l'armée allemande, von Braun travaille en fait à la fabrication de lanceurs portables. Sur la base de dessins très approximatifs de Forel, von Braun met au point un système qui permet non seulement à un soldat de s'équiper de prothèses de jambes extracorporelles, mais en plus de porter des petits missiles. Petit, tout ça c'est relatif, hein, je veux dire à l'époque. I think there's people in Afghanistan that already know how to do that. Peut-être pas des missiles, but they carry bombs around. Un petit missile, ça fait 4 mètres de haut et ça pèse 700 kg. Hein. Une fois le premier prototype mis au point, Forel, qui est absolument certain de la réussite du projet et qui a envie de bien se faire voir d'Hitler, exige d'être le premier testeur. Sans déconner, vous la sentez venir la chute de l'histoire ou pas? Devant un parterre autant étonné qu'amusé d'officiels du régime nazi, Adolf Hitler en tête, Forel se déplace difficilement de quelques mètres avec un missile de 700 kg dans le dos.
Une fois à distance raisonnable de son public, il enclenche le mécanisme censé lancer le missile. It exploded instead. Un petit défaut de conception, difficile de dire à qui la faute, mais c'est vraisemblablement Von Braun, fait que le missile part bien, contre toute attente j'ai envie de dire, mais sans s'être d'abord détaché So he launched himself with the missile. Okay. de son porteur. Le missile est parti tout à fait verticalement, accompagné d'un forel dont on perd la trace à environ 16 km d'altitude. 20,000 feet. Holy shit. On ne revit jamais ni l'homme, ni le missile. Il est vraisemblable que l'ensemble a réussi à s'élever suffisamment pour être désintégré ensuite en rentrant dans l'atmosphère. Ce mec ferait He disintegrated. passer Guillaume le Gentil pour Gontran Bonheur. Malheureusement, mais merde, pourquoi je dis ça moi? Fort heureusement, ce décès accidentel mit fin à un projet qui, s'il avait été poursuivi, aurait donné une avance considérable à l'armée allemande. Lorsque Von Braun se retrouve aux États-Unis après la guerre, il participe d'abord activement à la conquête de l'espace et permet rapidement aux Américains de disposer, mais après les Russes, d'une fusée capable de lancer un satellite, puis un singe, puis des humains dans l'espace. Il faudra attendre 40 ans pour voir ressurgir les travaux de Forel sur les prothèses mécaniques, puis l'arrivée des exosquelettes modernes, faisant du concept de super soldat une réalité contemporaine. Et tandis que Nikola Tesla... I mean, it's super soldier. You just gotta give him a what's that drug? I don't know. There's a certain drug that you feel like you're invincible. You could like shoot people, and they don't even feel it, and they just keep coming at you. We had a few of those here. A long time ago. Yeah, I remember they were out. But what was the name of that drug? There's a drug that, that makes you go like, you think you're a super soldier. People thought they were cats and dogs and animals. It was a form of LSD, I think. I forgot. But it's much cheaper than actually, just give them some drugs and tell them you can't be killed. You're on whatever the hell drug. I don't know. You know what I'm talking about? The drugs that, you don't feel pain. Alors je sais ce que vous vous dites. Ils ont promis. Bruce, on a promis, non? Oui, on a promis, mais on n'a pas menti. On vous a promis que les 7 histoires qu'on allait vous raconter seraient totalement vraies. Alors reprenons. Henrietta Lacks. Okay. We're gonna find out if it's bullshit or not? Okay. Les Cerbères soviétiques et les têtes de chien. Starfish Prime. L'armée des hommes singes. MK Ultra et le projet Stargate. Eddie Lamar. Les Darwin Awards. Les super soldats nazis. Nous vous avons raconté successivement 7 histoires totalement invraisemblables, mais parfaitement vraies. La 8e était le pur fruit de notre imagination. Les documents que nous vous avons montrés ont été réalisés par un graphiste, Dimitri Izotov, qui a altéré des photos d'époque russes et non allemandes en intégrant des éléments steampunk comme des mechas à tête de chien. Lars Forel est un personnage totalement fictif dont le nom dérive de Lars Forel qui signifie littéralement en allemand « saumon truite ». Ouais. Pour le dire une fois, très clairement. L'histoire des cyborgs allemands à tête de chien. Ou à tête humaine. Les pantalons mécaniques, les missiles portatifs. Les missiles portatifs. D'où ceci est faux. Ah, okay. All right. So there's truth and bullshit, and they mix it, and we decide. Okay. Cette histoire est absolument et complètement fausse. Excusez-moi, je vous interromps là, mais tous les guests que vous avez enchaînés là. Oui. Au passage, merci pour l'invitation. Non, en fait, moi j'avais essayé de te contacter, mais c'est parce que j'ai perdu mon téléphone. Oui, c'est Patrick qui voulait pas. Ouais, bon, ça va. Non, mais tous les guests que vous avez enchaînés là, c'était du détournement d'attention, c'est ça? L'idée, c'est que vous perdez les gens comme ça ils se rendent pas compte, ils comptent plus le nombre d'histoires et ils se font avoir. C'est ça? Oui. Ah voilà, non mais c'était juste pour être sûr. Sauf qu'on me la fait pas, moi. Hein, moi j'entends un truc à l'autre bout de YouTube, moi paf. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus This was an excellent video. nombreux à vouloir y penser. Merci à Patrick d'avoir accepté de monter cet épisode avec moi. Mais avec plaisir. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis en évitant de leur spoiler la fin, de préférence. C'était excellent. Merci à tous les keepers, grâce à qui il m'est aujourd'hui beaucoup plus facile de faire des vidéos que si vous n'étiez pas là. Et vous pourrez nous retrouver à la Néocast de Strasbourg les 16 et 17 mai prochains. 2015, dit 2015. Sinon il y a des gens qui vont mater ça en 2173 et qui vont rager après sur Twitter.
Tu penses que Twitter existera toujours en 2173? No, oui peut-être, but I think it's gonna the name's gonna change. I don't think it's gonna be called Twitter anymore. It's gonna be crazy. It's hold on. It's just gonna be a letter. Just gonna be one letter in the alphabet. That's gonna be what Twitter is gonna be called. I foresee it. I foresee it in the future. Wait. It's not gonna be called Twitter anymore. It will exist, but it's gonna be like a letter in the alphabet. It's weird, right? It's just gonna be called a letter. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez suivre l'actualité sur Twitter, Facebook et Google+. Facebook? Non, je fais pas le Facebook. Merci à absolument tous les guests qui ont accepté de participer à cet épisode. Excellent guests. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là bien sûr restez curieux. Non, arrêtez tout! Ne faites surtout pas cet épisode, parce que sinon... Voilà ce qui va se passer. Florent, c'est trop tard, il est fini l'épisode là. Florent? Non. Florent, qu'est-ce que tu fais là? Florent! On est tous super inquiets, on te cherchait partout. Oui, on t'a cherché partout. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je veux arrêter la catastrophe. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les catastrophes? On va rentrer, on va regarder ton feuilleton, d'accord? Ah, les voisins! J'aime bien les voisins. Allez, C'est excellent. C'est excellent. The community, the strength of the community. Excusez-moi, monsieur, mais vous savez ce que c'est, un journée au top, le lendemain... Et t'as mon pain au chocolat? Oui, Florent, oui. Ah, c'est excellent. Et prenez le temps d'y penser. Y penser. Prenez le temps d'y penser. Voilà. Now I know the channel name, Y penser. Il faut penser. Very well done. That's some crazy stories. That's some crazy stories. Seriously. Very good with the English lyrics. I needed some help there because they talk very fast. But no, I understood a lot of it. But, I like having, just to reference myself. Like, did I understand that right? Ah oui, I did. Or, did I understand that right? Non, j'ai compris. Yeah. Ah, c'est ça qu'il a dit. So, ça m'aide beaucoup pour moi. And j'apprends le français mieux when I can reference. But anyway, it doesn't matter. C'était excellent. And, yeah, I mean, the only thing I can think of, these are crazy stories back in the day. And the craziest one I ever heard was from, Chinese doctors or scientists back in the day, 1900s, early, also very, very centuries ago. Yeah, these people decided how much pain can a human handle before they die. And this is true. You could Google it somewhere. It's like Chinese. They were also prisoners. They weren't just taking people from the street. They were prisoners or bad people. And they said, you know what? While we have these bad people, let's do some tests. And while they were alive, with no drugs, just straight up alive and attached to a chair, tied up in the chair that they can't move, they would just take a knife and just start opening the person while he was alive. And just to understand, ça fait mal ça. But combien de mal? How much pain are you actually in? Ça fait plus mal ça? Until the guy would fucking pass out and die. But that's the craziest thing I've heard. What happens if we cut off an ear? What happens if we take an eye out? What happens if we cut his arm off, while they're alive? This is how sick humans can be. Sick. Just to perform a test. Let's see how much pain an actual human can go through, can suffer through. Yeah. So a lot of, you're gonna put a dog, you want to have a chimpanzee and a woman. I mean, this is a crazy, mechanical trousers. That was a good one. But anyway, excellent video, excellent guests, and that was really good. Okay.
OK? Cette histoire incroyable, mais vraie. Presque. Oui, il avait plus de 7. Alors, oui. 2 conneries et je crois 7 vraies, right? I think that's how that worked. Something like that. Anyway, take care. Excellent request. Excellent. Take care. Peace out. À la prochaine.